Le Panzerhaubitze 2000 est un véhicule qui s'est forgé une réputation comme étant l'un des meilleurs systèmes d'artillerie au monde. Pourtant, avec la guerre en Ukraine, on entend principalement les défauts du véhicule qui ne marcherait pas dans les 2/3 du temps. Mais qu'en est-il vraiment ? Aujourd'hui sur Galibellum, nous allons aborder l'histoire, les caractéristiques techniques et les problèmes en Ukraine du Panzerhaubitze 2000. Vous allez voir, c'est assez complexe. Juste avant de commencer, laissez-moi vous parler de NordVPN. NordVPN nous sert très souvent pour écrire une vidéo. Il faut des sources et ces sources, on peut les trouver souvent à l'étranger. Rien de mieux qu'un VPN pour éplucher le web allemand et écrire une vidéo sur le PZH 2000. NordVPN permet de sécuriser vos données personnelles des potentielles menaces du web à n'importe quel endroit du monde en garantissant votre anonymat, en masquant votre adresse IP ou encore en chiffrant le trafic internet. Mais pas que. Via la connexion à un serveur, vous pourrez bénéficier de nouveaux contenus, jusqu'alors inaccessibles en France, sur des plateformes de streaming. Grâce à cela, vous allez pouvoir visionner des documentaires historiques qui vont aiguiser votre culture générale et votre niveau de langue. Ne vous gênez pas, bénéficiez de ces avantages partout et tout le temps, depuis vos téléphones, tablettes ou encore ordinateurs et télé, en protégeant jusqu'à 6 appareils avec un seul compte. Ce n'est pas la réactivité qui manque, le service client est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et en plus, vous bénéficiez avec le lien en description de nombreux avantages, dont une garantie de 30 jours. Commençons. Tout débute dans la République fédérale d'Allemagne dans les années 70, qui possédait alors, dans son inventaire militaire, des artilleries autopropulsées M109G ainsi que des M107. Les armées du pacte de Varsovie commencent à remplir leur rang d'artillerie de S1 et de S3. Il devient tout de suite nécessaire pour les pays de l'OTAN de développer un nouveau véhicule pour faire face aux nouveaux adversaires. Il y a eu des tentatives de modernisation de M109 qui n'ont pas abouti à l'époque. La portée du M109, qui était de moins de 20 km, était problématique sur un champ de bataille qui évolue constamment. Donc, comme dit avant, un remplaçant doit être développé rapidement. Et il y a de l'espoir grâce notamment au FH-70, dont les travaux ont commencé en 1968. Ce canon tracté avait une portée maximale de 30 km. Cette coopération entre la RFA, le Royaume-Uni et l'Italie montra que c'est possible de développer un nouveau système en commun. De plus, les excellentes performances de ce canon furent une motivation de créer une nouvelle artillerie autopropulsée se basant sur ce modèle. Ainsi, en 1973, le Royaume-Uni, la RFA et l'Italie signent une déclaration commune sur le développement conjoint d'un nouveau système sous la dénomination PZH 155-1 ou SP70. La même année, les travaux commencent avec comme concept marier le châssis du Léopard 1 allemand avec le canon du FH70 créé dans les dernières années et tout ça accompagné avec des éléments à la pointe de la technologie. La tâche du développement du véhicule est séparée entre les trois pays. L'Allemagne est responsable de l'armement principal, mais aussi du châssis, et par la suite du bloc moteur et du système d'ascenseur pour munitions. L'Italie était en charge de l'APU, des systèmes hydrauliques et de la caisse du véhicule. Le Royaume-Uni se chargeait de la tourelle et des optroniques. On ne pourra malheureusement pas rentrer en détail dans la description du véhicule. Les sources sont presque inexistantes et celles qui existent sont douteuses, peu sûres et surtout se contredisent avec des sources plus sérieuses qui, elles, malheureusement ne rentrent pas dans les détails du véhicule mais se concentrent sur l'histoire. C'est pour cela qu'afin d'éviter de partager de fausses informations, on va rester dans les grandes lignes. Pour comprendre et connaître ce véhicule un minimum, il faut savoir que le programme a été séparé en 3 phases, A, B et C. Donc, comme on peut le voir, le véhicule a une structure d'un char avec le pilote à l'avant, la tourelle au milieu et le bloc moteur à l'arrière.
Cela a permis d'économiser de l'argent et d'avoir une structure semblable à celle du Léopard 1, donc simplifier la logistique. Le moteur de ce véhicule est un MTU de 8 cylindres avec une puissance de 1000 chevaux. Il permet à cet engin de 43,5 tonnes d'aller à une vitesse de 68 km/h. Évidemment, comme évoqué avant, la structure du véhicule a des avantages mais aussi des désavantages, notamment le problème de charger le véhicule avec des obus. Pour régler cela, les ingénieurs sont tombés sur l'idée d'installer un ascenseur pour les obus. Cela devait permettre de charger le véhicule rapidement et sans problème. L'armement principal est le même que dans le FH-70, donc capable de frapper une cible sans problème à une distance de 30 km. Un ajout révolutionnaire pour l'époque est d'avoir un système de chargement de l'obus dans le canon. Certaines sources évoquent un système complet de chargement automatique, mais c'est très peu probable. Seule la phase finale de chargement est automatisée. L'équipage est constitué de 5 personnes, le commandant, le tireur, le pilote et les 2 chargeurs. Le premier prototype de la phase A est livré la même année que la signature du contrat, en 1973. Les 4 autres prototypes vont être livrés jusqu'en 1976. Les tests ont pu commencer, des prototypes ont été testés en Grande-Bretagne, d'autres en Norvège en conditions arctiques, et d'autres en Sardaigne en Italie dans des conditions très chaudes. Pendant ces tests, les véhicules ont parcouru des kilomètres mais ont aussi pu tester l'armement principal. Ainsi, un record a été battu en tirant 3 obus en moins de 10 secondes. Malgré ces chiffres encourageants, plusieurs problèmes techniques étaient présents, et les retards faisaient douter que le système soit prêt à temps, et pire, qu'il soit opérationnel un jour. Le nombre de véhicules planifiés pour l'Allemagne de l'Ouest était de 400, le Royaume-Uni avec 221 et l'Italie avec 90 véhicules poussèrent le programme en avant en commençant la phase B et C dans les années 80. 10 prototypes seront construits en tout pour ces 2 phases pour atteindre 15 véhicules sous la dénomination PZH 155-1. Initialement, 10 prototypes supplémentaires devaient être construits, mais cela n'a rien donné. Comme nous l'avons dit avant, les prototypes de chaque phase ne sont pas identiques. On peut les différencier grâce au système de contrôle de recul. Le véhicule devait être prêt en 1984 pour lancer la production en série en 1985. Malheureusement, cela n'a pas marché. Des problèmes plus graves sont apparus entre-temps. Le nombre de véhicules qui devaient être commandés passa de 711 à 424. Le dernier facteur qui a tué le projet est la politique. L'Arabie Saoudite s'est intéressée au projet en 1981. La Grande-Bretagne devait livrer ses véhicules après le lancement de la production en série. Évidemment, l'Allemagne de l'Ouest a posé son veto. Il y a eu un combat politique jusqu'en 1986 où le projet a été abandonné et avec ça le conflit politique. Ce programme peu connu, avec peu d'informations, s'est fini avec un échec qui a mangé une grande partie du budget des 3 participants, mais surtout les 3 pays restent sans remplaçant de leur parc d'artillerie. Ainsi, seulement une année après l'annulation du projet, en novembre 1987, le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest lance un nouveau programme pour développer une artillerie autopropulsée. Le choix de développer son propre produit est logique car personne en ce moment ne développait une artillerie moderne. Le projet reçoit la dénomination Panzerhaubitze 2000 ou Panzerhaubitze 155-2. Les demandes de la Bundeswehr sont rapidement formulées, une portée de 30 km pour des obus normaux et 40 km pour des obus basse-bleed. Un système automatique de revisée après chaque tir, système de navigation inertielle, système de conduite de tir automatisé, grande quantité d'obus placés dans un lieu de stockage automatisé, chargement du canon automatique pour avoir une grande cadence de tir et une bonne protection pour protéger l'équipage des obus. Voici tous les critères que devait avoir la nouvelle version du PZH. Afin de ne plus reproduire les erreurs commises sur le PZH 155-1, une nouvelle approche de développement est instaurée. Auparavant, le développement, la construction, l'optimisation par l'industriel, les tests du WTD, qui est une autorité de test militaire que l'on peut comparer à la DGA, mais attention, ce n'est pas exactement la même chose, et le test des troupes étaient des étapes séparées. Dorénavant, la coopération devait se faire sur le long du projet ensemble. Ainsi, dès le début, le WTD et l'armée présentent des maquettes en bois, donnent des suggestions aux industriels et développent aussi des systèmes propres. Ce type de procédé avait ses désavantages, notamment certains systèmes étaient déjà testés alors que d'autres étaient encore en phase de développement. Maintenant que l'on sait les bases de la nouvelle approche, on peut revenir sur l'histoire. Pour savoir quel industriel doit être en charge du projet, 2 consortiums sont créés.
Le premier, que l'on appelle Consortium du Sud, était composé de KUKA, Porsche, Rheinmetall et Krauss-Maffei, et le deuxième, qui s'appelait Consortium du Nord, qui est composé de Mackay, Rheinmetall et Wegmann. Chaque consortium recevait une aide égale de la part de WTD et de la Bundeswehr, ce qui va influencer la structure des véhicules. A noter aussi que les industriels avaient carte blanche pour le système de chargement automatique. Le Consortium du Sud décide de se baser sur le châssis du Léopard 2 avec 6 galets. Le véhicule, une fois fini, reçoit le nom de Taurus. En revanche, le Consortium du Nord décide de se baser sur le Léopard 1 avec 7 galets. Malheureusement, nous ne savons pas si ce dernier a reçu un nom ou une dénomination spécifique. Ainsi, on se retrouve avec 2 véhicules de test à la fin des années 80, que l'on peut facilement différencier grâce au nombre de galets. Les 2 véhicules ont reçu le même moteur qui est un MTU 881 et la même transmission Renk HSWL 284. Les tests effectués par la Bundeswehr donneront raison au Consortium du Sud d'avoir choisi le châssis du Léopard 2, car il présente des meilleures performances de mobilité que le véhicule de l'autre consortium. Cependant, le Consortium du Nord a réussi à développer un système de chargement bien plus performant que celui du Taurus. Ainsi, malgré de moins bonnes performances en mobilité, c'est le Consortium du Nord qui est choisi car la Bundeswehr décide de privilégier la puissance de feu. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce que sont devenus ces 2 véhicules de test, probablement se trouvent-ils quelque part chez KNDS. Entre 1991 et 1993, 4 prototypes identiques sont construits. Le PT-01, PT-02, PT-03 et PT-04. Mackay était responsable de la caisse alors que Wegmann du reste du véhicule. En septembre 1993, le PT-02 est envoyé à WT-41 pour des tests de mobilité. Le PT-01, quant à lui, est envoyé à WT-91 à Meppen, où il a reçu son armement principal et des obus pour réaliser des tests de tir. Tous les tests sur les vibrations, les gaz toxiques, le bruit, fonctionnement de la boîte de vitesse, la traversée des tranchées et obstacles ainsi que de transportabilité étaient faits à Trier avec un véhicule qui a tous les équipements de bord. Le test de la navigation inertielle a été testé à WT-81 à Greding. Après les tests des industriels, la Bundeswehr a pu commencer à tester les prototypes. Cet honneur a été donné au 95e bataillon d'entraînement d'artillerie à Münster. De novembre 1994 à mars 1995, ce sont le PT-01 et le PT-02 qui ont été fournis. Après 4 semaines d'entraînement, les équipages étaient prêts. Ils ont pu tester l'intégration de l'Adler, un système de commandement, et un ordinateur balistique tout en un avec les 2 prototypes du Panzerhaubitze 2000. Des tests de tir ont été organisés et 2018 obus ont été tirés. Le PT-01 et le PT-02 présentèrent de belles performances avec leurs équipages. Notamment, 3 tirs ont été effectués en 9,2 secondes à la place des 10 secondes demandées et 20 obus ont été tirés en 2 minutes et demie à la place des 3 demandés. Mais il y a des choses encore plus intéressantes que ça. Nous vous avons dit avant que les 4 prototypes étaient identiques. Eh ben on vous a un peu menti. Normalement, l'électronique des 4 prototypes du PZH 2000 avait une tension de 24 volts. Mais pendant une des séries de tirs, le PT-01 a reçu un système qui marche à 48 volts, soit le double. Ce qui a permis de tirer 3 obus en 8,4 secondes, 8 en 37,1 secondes, 10 tirs en 48,1 secondes, 12 tirs en 59,8 secondes. Et 20 tirs en 1 minute et 47 secondes. Malheureusement, on ne sait pas quelle tension est dans les systèmes électroniques du PZH 2000 actuel. D'avril à octobre 1995, le PT-01 et le PT-02 ont été donnés à l'école de technique militaire de Aachen avec l'abréviation allemande TSHFSHT avec le vrai nom complet de l'école sur vos écrans. Le but étant de tester la logistique nécessaire pour ce véhicule, développer des outils spécialisés pour ce dernier, créer un manuel du véhicule ainsi que créer une stratégie de logistique pour ne pas manquer de pièces de rechange. En même temps, le PT-03 et le PT-04 ont été envoyés à Silo au Canada, où entre novembre 1994 et février 1995, ils ont effectué des tests de résistance à la météo arctique. Des tests ont aussi été effectués à Yuma, dans l'état du New Mexico, aux États-Unis, dans des conditions désertiques entre mai et août 1995. Environ 17 400 obus ont été tirés pendant ces évaluations, et plus de 30 000 km ont été parcourus. Mais le temps presse. La pré-production doit commencer vers 96 ou 97. Il reste seulement quelques mois aux ingénieurs pour finir le développement du projet. En plus du temps, la politique rentre en jeu pour annuler le projet.
De nombreux experts affirment qu'il est impossible de développer un système aussi complexe en aussi peu de temps. En soi, ils n'ont pas tort. Le projet a débuté en 87 et on est déjà en 95, soit 8 ans plus tard. Ce qui est très peu dans le secteur de l'industrie de défense. De plus, le projet avait un budget extrêmement limité et les autres projets ambitieux avaient beaucoup plus de temps pour corriger les défauts et les bugs informatiques. Évidemment, les politiques reprennent la parole des experts et essaient d'annuler le projet. Heureusement, le programme qui devait atteindre sa maturité en 95 se voit rallongé pour aboutir en 1996, ce qui donne quelques mois aux ingénieurs pour corriger les problèmes du Panzerhaubitze 2000. Ce qui en soi n'est pas beaucoup, vu la gravité de certains problèmes. Entre-temps, Krauss-Maffei et Wegmann ont fusionné pour donner Krauss-Maffei-Wegmann, qui aujourd'hui fait partie de KNDS. Le 14 mars 1996, un contrat de 1,7 milliard de Deutschmark avec KMW est signé pour 185 Panzerhaubitze 2000. La production en série est lancée dans la deuxième moitié de 1997 et le 1er juillet 1988, la Bundeswehr reçoit son premier véhicule qui rentre au sein du 345e bataillon d'artillerie à Kussel. Bien que les problèmes aient été réglés sur le plan technique, il reste un problème majeur. Notamment, comme nous l'avons dit avant, le Panzerhaubitze 2000 est le nom du projet et la dénomination fabricant. Normalement, il doit recevoir une nouvelle dénomination, une fois dans l'armée, et il ne doit pas garder celle du fabricant. Comme vous le devinez sûrement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pendant la phase de développement, plusieurs noms ont été proposés, mais c'est seulement quand le général de l'artillerie a demandé au grand public de trouver un nom que tout bascule. C'est à ce moment-là que le débat s'est enflammé, la première proposition étant Nashorn, rhinocéros, Stier et Taurus. Donc rhinocéros et taureau en allemand. Des noms de la mythologie nordique étant considérés comme le Donar. Des noms de planètes étaient aussi sur la table, comme Pluton ou Saturne. Évidemment, il y avait de tout, certains plus bizarres que d'autres, comme Adler, Bison, Tarantel, Titan, Varan et Votan. On peut à présent passer à la partie technique du véhicule. Nous allons d'abord parler de la version de base, puis de la version A1 et A2, des versions d'export, des versions d'entraînement, avec les différents simulateurs, les futures versions, puis du Donar et d'une autre version assez spéciale. La construction du PZH 2000 reprend une configuration à la fois classique pour ce type de système, mais aussi des solutions techniques propres au véhicule. La partie classique est évidemment le bloc moteur à l'avant du côté gauche, qui est un MTU MT880A KA500 de 8 cylindres, capable de dégager une puissance de 1000 chevaux. Il est évidemment couplé à la transmission Renk HSWL 284C. À côté du compartiment, on trouve bien évidemment le pilote du véhicule. Un autre élément qui montre que l'on fait face à une structure classique sont les deux portes à l'arrière pour rentrer à l'intérieur. Une leçon reprise du projet du PZH 155-1, où ne pas avoir eu l'accès comme ici a posé d'énormes difficultés. Au premier coup d'œil, depuis l'extérieur, il n'y a rien de spécial. Mais c'est seulement quand l'on rentre à l'intérieur qu'on se rend compte à quel point ce système est différent de tous les autres. Restons encore un moment à l'extérieur du véhicule. Comme nous l'avons dit dans la partie histoire de la vidéo, le châssis se base sur le Léopard 1 et c'est vrai. Mais on doit remarquer une différence entre les prototypes et les véhicules de série, les galets. Ceux présents sur les prototypes venaient tout droit du Léopard 1, en revanche ici on remarque qu'il s'agit de ceux du Léopard 2. Avec ce changement arrivent aussi les chenilles, qui ici sont les Diel type 840 EO. La mobilité du véhicule est donc bonne, mais pas non plus excellente, surtout si on la compare à celle du Léopard 2. Bien que les chiffres sur le papier soient bons, 62 km/h sur route et 45 dans des conditions off-road, la réalité montre bien quelque chose d'autre. Le véhicule a des difficultés sur des terrains boueux. Il ne s'agit pas d'une nouveauté de l'Ukraine. Nos sources évoquent dès 2009 le problème. Le véhicule de 55,8 tonnes est capable de franchir des obstacles d'eau jusqu'à 1,1 m de profondeur et 1,5 m si on installe un kit. Un autre désavantage de la mobilité du PZH est que le moteur n'est pas multifuel. Il peut seulement rouler avec du diesel, ce qui peut être problématique en cas de guerre, et cela dépend de beaucoup de facteurs. Le PZH 2000 a une hauteur d'exactement 3460 mm, ce qui permet de remplir la norme Stanag 2832B, donc pour parler français, il peut traverser tous les tunnels de train d'Europe. À l'arrière du véhicule à gauche, on voit une petite porte qui donne accès au APU-CA de 1,9 kW. Une fonctionnalité pratique pour ne pas laisser le moteur principal tout le temps allumé pour avoir de l'électricité. En restant toujours à l'extérieur, on peut observer différents éléments de protection. Évidemment, une des couches est le blindage passif. On ne connaît pas les valeurs exactes de la protection qu'offre ce blindage,
mais on sait qu'il résiste face à du 14,5 mm pour une norme Stanag 4569 de niveau 4. A noter que le toit est plus blindé que les flancs du véhicule. Une autre protection passive sont les modules de blindage supplémentaires ou additionnels qui sont installés sur le toit du véhicule. Ces modules, qui sont composés de 2 couches, une avec des pics en métal et l'autre de céramique, permettent de réduire la pénétration d'une sous-munition avec une charge creuse de 200 mm à 3 mm dans certains cas. Ces modules de protection, on les retrouve aussi sur le Puma, qui a fait l'objet d'une vidéo que vous pouvez aller voir après celle-ci. Chaque module sur le PZH-2000 a une lettre et un nombre. Le manuel du véhicule indique évidemment où chaque élément doit être placé. 75 modules sont présents, 38 pour le toit et la tourelle et 37 pour le toit de la caisse. Un autre élément de protection sont les 8 éjecteurs de grenades, 4 de chaque côté du canon. À droite du canon, on peut aussi voir un filet qui sert à transporter un filet de camouflage. Un autre élément de protection est le système qui protège face aux menaces NRBC. La porte dédiée à ce système se trouve à l'arrière de la caisse à droite. La porte la plus en bas donne accès à ce système, alors que la porte juste au-dessus donne accès à un téléphone pour que des troupes puissent communiquer avec l'équipage à l'intérieur. Le dernier élément de protection est à la fois d'autodéfense mais aussi d'attaque. La MG3 de 7,62 mm placée sur le sas du premier chargeur. En parlant de ce dernier, on va avoir encore 2 sas différents. Celui à droite de la tourelle, qui est celui du commandant, et celui à l'arrière, qui est un sas de service, qui donne directement accès au compartiment dédié au stockage de charges propulsives. Sur le toit de la tourelle, on va avoir encore 2 éléments intéressants, notamment devant le sas du commandant, on voit une optronique servant au commandant pour s'orienter sur le terrain sans sortir du véhicule. Il dispose d'un canal jour et d'un canal de noctovision. Il s'agit du Perry RTNL80 qui permet d'avoir un zoom x2 ou x80 dans le canal jour et un zoom 1,2 ou 4,8 dans le canal nuit. Juste en bas, on remarque une deuxième optronique portant la dénomination PZF TN80 qui sert au tireur pour engager une cible en tir direct. Il peut avoir un zoom x8. De plus, l'optronique peut être intégrée avec un télémètre laser qui marche théoriquement jusqu'à 10 km mais en pratique 2 km seulement. Certains PZH-2000 auront tout devant la tourelle le Perry R19. Il a comme but d'aider les tireurs à observer le terrain avec un zoom disponible de x4. En cas de panne de d'autres éléments optroniques, il peut aussi servir de viseur pour tir direct. L'armement principal est un canon de chez Rheinmetall d'une masse de 3,02 tonnes. Ce canon de 52 calibre permet d'avoir une portée de 40 km avec des munitions standards et peut tirer 20 000 coups avant d'être changé. On va revenir plus tard dans la vidéo sur ce nombre, et maintenant, pour comprendre comment on opère cet armement, on va rentrer à l'intérieur du véhicule qui ne ressemble à aucun autre système de cette classe. À droite de la tourelle, on voit le tireur qui est devant et le commandant qui est juste derrière lui. Le commandant a à sa disposition un ordinateur BGGF avec le système de commandement Adler selon la mise en service. Il s'agira de la version 1, 2 ou 3. Puisque les BMS sont des programmes informatiques, on peut supposer que depuis, tous les PZH-2000 allemands ont la dernière version de l'Adler. L'ordinateur marche plus exactement sur Windows 3.11 avec le programme de calculateur balistique MICMOS 32. Afin d'améliorer la précision du système, le PZH-2000 possède un radar derrière le canon qui sert à déterminer la vitesse avec laquelle l'obus sort du canon. Afin aussi d'améliorer le système de visée WAR, le véhicule possède une navigation inertielle Navstar type GPS PLGR qui se trouve à droite de la tourelle à l'avant. Les chargeurs se trouvent à gauche du véhicule, le premier qui est à l'avant, avec un siège surélevé pour qu'il puisse opérer la MG3 se trouvant sur la tourelle. De plus, il est responsable de la partie du système de chargement automatique où les obus sont stockés. Si le mécanisme tombe en panne, il est chargé de prendre manuellement les obus et de procéder au chargement. Le deuxième chargeur qui se trouve derrière le premier a son siège fixé à la caisse du véhicule. Passons à la partie la plus intéressante, le système de chargement. On peut dire sans hésitation qu'il est unique en son genre. On peut séparer ce système en 4 parties, le carrousel, le système de chargement Guba, le stockage de charge propulsive et le stockage d'obus. Le carrousel est l'élément central du système. Il est composé d'un système rotatif avec dessus un panier qui lui-même peut bouger en avant et en arrière. Le panier possède un bras mécanique qui peut lever un obus pour le mettre en position verticale. Le carrousel joue plusieurs rôles. Premièrement, il permet de recharger le stock de munitions rapidement. Le panier du système sort à l'arrière de la caisse pour y mettre l'obus. Le panier va ensuite rentrer à l'intérieur, puis le carrousel fait une rotation de 180 degrés et va mettre l'obus en position verticale.
Par la suite, c'est le système de stockage qui va prendre l'obus avec des pinces et va le placer dans un des 17 lieux de stockage qui peuvent ensemble contenir 60 obus. L'autre but du carrousel est le chargement du canon, et là encore il coopère avec le système de stockage de munitions. Ce dernier va choisir l'obus sélectionné par le tireur et va le poser en position horizontale, dans le panier, qui va ensuite reculer pour remettre l'obus en position verticale, et pour qu'il soit réceptionné par le bras mécanique Gooba, qui va le placer devant l'entrée du canon pour le mettre à l'intérieur. L'avant-dernière étape de ce procédé est de charger les charges propulsives. De cette mission est chargé le deuxième chargeur se trouvant à l'arrière du véhicule. Pour réaliser sa mission, il doit ouvrir une des portes blindées se trouvant derrière lui dans la tourelle où se trouvent 48 tubes, dont chacun peut contenir 8 charges propulsives. Il pourra ainsi les charger manuellement dans le canon sans problème. L'isolation des charges propulsives de l'équipage a comme but de protéger l'équipage d'une détonation. Pour la dernière étape, le tireur indique sur son ordinateur quel type d'obus vient d'être chargé dans le canon, car en effet le PZH-2000 ne possède pas de système automatique d'identification d'obus. D'ailleurs, les obus jouent un rôle clé dans l'artillerie, et le PZH-2000 peut en tirer une grande variété. Parmi les obus standards, on a le L15A1, DM21, DM11, DM121 et DM131. Le seul obus de type base bleed est le DM549A1. La DM105 est une munition fumigène classique alors que la DM125 est aussi un obus fumigène mais aussi infrarouge. Les munitions d'entraînement sont le DM20, le DM58 et le DM106 qui est un obus dit tracé, son but étant de faire exprès de faire des marques dans le ciel pour l'entraînement ou pour voir par exemple si le canon ne fait pas dériver l'obus. Il y a aussi les obus DM642, 652, 662 qui sont des obus cargo. Avant, ils étaient chargés de tirer des sous-munitions, mais c'est aussi possible de tirer d'autres charges. Il possède sa version d'entraînement avec sa dénomination DM608. Le PZH-2000 peut tirer aussi le Smart et sa future version Smarter. Il s'agit d'un obus avec la même fonction que le bonus franco-suédois. Donc, un obus tiré va déployer 2 charges à une certaine altitude qui vont redescendre lentement en détectant leur cible pour les percer à l'aide d'une charge creuse. Une vidéo y sera dédiée dans le futur, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas la rater. Une vidéo sera aussi dédiée au prochain et dernier obus utilisé par le PZH-2000, le Vulcano. Ce dernier permet à l'artillerie allemande d'atteindre des cibles à 70 km avec une précision de 20 mètres, même si les tests ont montré que la précision peut atteindre 5 mètres. Bien évidemment, il s'agit ici seulement des obus de la Bundeswehr, car les clients d'export utilisent d'autres obus, par exemple, la Grèce utilise des obus M2000BB de la compagnie sud-africaine Aigai. Après avoir listé tous les systèmes se trouvant dans le PZH-2000 et avoir expliqué leur fonctionnement, on peut se poser certaines questions, dont la question à quoi ressemble une mission de tir de cette artillerie. Au début, c'est le renseignement qui joue le premier rôle. Il peut se faire par drone ou par des troupes ou par un radar de contre-batterie, ou encore par des véhicules de reconnaissance d'artillerie. Les données récoltées par ces systèmes vont être transmises à un véhicule de commandement à un certain niveau qui va déterminer les cibles prioritaires. Attention, ce n'est pas forcément obligé que ça se passe ainsi, en sachant que l'Adler est un système très performant, le mode de fonctionnement peut être changé. Par exemple, pour éviter de surcharger la kill chain d'un véhicule de commandement, les données du radar de contre-batterie vont être envoyées automatiquement à la batterie de Panzerhaubitze 2000, qui peut ensuite effectuer une mission de destruction de l'artillerie ennemie le plus rapidement possible. Pour résumer, les données peuvent provenir de multiples sources, soit par voie directe ou avec plus ou moins d'intermédiaires, mais tout dépend évidemment de la mission, la valeur de la cible et plein d'autres facteurs. Une fois les données arrivées au PZH-2000, l'ordinateur balistique MICMOS va calculer automatiquement l'angle du canon et le nombre de charges propulsives nécessaires. Le PZH-2000 peut tirer en mode MRSI, donc un impact de plusieurs obus simultanément. Dans le cas de l'artillerie allemande, c'est 5 obus en simultané. Cette capacité permet de faire beaucoup de dégâts en très peu de temps, sans laisser la chance à l'ennemi de riposter. Grâce à la mise en batterie qui est seulement de 30 secondes et à sa bonne cadence de tir qui est de 3 coups en moins de 10 secondes, le PZH-2000 possède une capacité shoot on scoot. Si les données ne sont pas présentées pour le nombre de tirs réalisés sur une longue période, c'est à cause de la doctrine d'utilisation des artilleries autopropulsées modernes de l'OTAN. Une artillerie ne doit pas rester plus de 3 minutes sur une seule position, au risque de se faire repérer ou de se faire prendre dans un tir de contre-batterie. Rester plus longtemps que 3 minutes peut signer l'arrêt de mort du véhicule et de l'équipage qui s'y trouve. La version A1 du Panzerhaubitze 2000 va rentrer en service en 2002. Le processeur de l'ordinateur du commandant, le BJGF, va voir le changement de son processeur du Intel en Intel Icos. Le Windows 3.11 va lui aussi évoluer en Windows 2000.
Un nouvel écran tactile de 15 pouces est installé. Une nouvelle version du calculateur balistique est aussi installée, portant la dénomination MICMOS 2000. Le bras mécanique Gooba a reçu de nouvelles pinces qui se ferment automatiquement, alors que dans la version de base, il fallait les bloquer manuellement. Le changement majeur dans la nouvelle version du PZH 2000 reste, paradoxalement, la ceinture pour le pilote. Le Panzer Haubitze 2000 A2 a reçu encore moins de changements. Deux éléments ont subi une évolution. Un nouvel APU a été installé de 22 kW à la place de 1,9. À cause de ce changement, la porte n'est pas intégrée au châssis mais en sort. C'est ainsi que l'on peut reconnaître cette version des autres. Le deuxième changement est l'installation d'un nouveau système de protection contre la menace NRBC. De plus, le PZH 2000 a reçu un système de refroidissement des charges propulsives, ce qui est extrêmement pratique en milieu désertique. Il faut rappeler que la climatisation est présente, mais seulement dans le compartiment des soldats. Les charges propulsives sont isolées de l'équipage et ne sont donc pas refroidies par la climatisation dont profitent les soldats. L'entrée d'air en haut à droite à l'arrière de la tourelle permet l'identification de ce modèle. Il est possible que d'autres modifications aient été apportées, mais il est impossible de le savoir. Aujourd'hui, l'Allemagne a 116 PZH 2000 en service, sur les 180 originellement commandés. Après la restructuration de la Bundeswehr entre 1997 et 2001, ainsi que celle de 2001 à 2006. Le premier contrat d'export est signé avec l'Italie en octobre 2000 pour 70 PZH 2000i. Une grande partie de ces véhicules ont été construits sous licence en Italie par Iveco Fiat et Otto Melara. Cette version se distingue de la version allemande avec les radios, mais impossible de déterminer ceci depuis l'extérieur. De même que l'Adler n'est pas présent, mais le système Sicona, qui n'était pas présent au début, est apparu avec le temps quand les véhicules devaient refaire un tour en usine. La version italienne possède aussi la MG 4259 à la place de la MG3. Mais le changement qui parle le plus est le système RALM 02V2 de détection laser, donc un système de protection active de classe Soft Kill du producteur Selex Communication. Le second contrat d'export, c'est celui avec la Grèce de 2001 pour 24 PZH 2000L HEL. Cette version locale possède à la fois des améliorations comparées à ce qu'offre aujourd'hui le PZH 2000, mais on peut aussi voir des économies réalisées dessus. Des compromis ont été faits. Le véhicule a reçu une Octovision créée par Theon Sensor. Un autre changement sont les radios. Ici, il s'agit du pack WISPR de Intercom Defense Electronic. Les économies faites sur le véhicule, on les voit notamment avec le manque d'APU. C'est aussi un autre point qui permet l'identification de ce véhicule avec une porte à l'arrière gauche manquante. Un dernier détail qui permet de différencier cette version des autres est le câble en métal qui est placé à l'arrière du véhicule, au-dessus des portes qui donnent accès à l'intérieur de celui-ci. Le 1er mai 2002, c'est les Pays-Bas qui signent un contrat pour 57 Panzer Haubitze 2000 NL, après avoir battu dans une compétition le M109 A6 Paladin, la S86 Brave Hirt et le G6 52. Avec le temps, ce nombre a été baissé à 39 véhicules. La version locale de cette artillerie va recevoir des modernisations qui vont instaurer le standard A2 de la Bundeswehr. Les modifications qu'on a listées avant pour la version A2 sont aussi valables pour la version NL. Mais attention, par exemple, le système de refroidissement des charges propulsives est apparu avec l'envoi de ces machines en Afghanistan. Il n'est donc pas clair si toute la flotte a reçu ce système avec le temps. Évidemment, il y a des points uniques sur l'artillerie néerlandaise. Par exemple, à la place de la MG3, c'est la FN Mag 2000 de 7,62 qui est installée pour l'autodéfense. L'autre différence, bien que minime, sont les antennes, qui sont dues à l'utilisation d'une radio différente. La FM 90 000 série RT 9500. La dernière différence, c'est que les Néerlandais possèdent un câble de remorquage flexible, alors que la Bundeswehr utilise une barre en métal rigide. Bien sûr, d'autres pays l'ont commandé, comme le Qatar, la Croatie, ou encore la Lituanie, et d'autres pays comme la Hongrie. Mais il y a aussi eu des échecs, en Pologne où il était très considéré pendant un moment, mais il a été jugé compliqué de le poloniser. La Suède opta après une longue série de tests pour son produit national, le Archer. La Finlande choisira le K9, de même pour la Turquie, ce qui donnera la version locale T155 Firtina. L'Australie, elle aussi, a choisi le K9, au final la Norvège aussi. Le cas de ces derniers pays est intéressant car de base la Norvège devait acheter 18 PZH 2000 qui venaient du contrat des Pays-Bas qui ont baissé le nombre de véhicules de 18. Ainsi les deux pays arrivaient à économiser de l'argent. Au final, la Norvège abandonne ses plans en 2004 pour choisir plus tard le K9. Afin de préparer au mieux les soldats, plusieurs systèmes d'entraînement existent dont certains sont des modules. La spécificité de ces derniers, c'est qu'ils peuvent être mis sur n'importe quel PZH 2000, donc des véhicules supplémentaires ne sont pas nécessaires, et il est possible d'entraîner plus de monde et ceci régulièrement,
Tout ça sans bouger de la base. Le module d'entraînement ASF sert à l'entraînement de chargement, le module SF est un simulateur de Ladler, le module KR sert quant à lui des tirs d'entraînement. Le dernier module disponible est un système d'assistance de déchargement. Un autre système d'entraînement sont les obus d'entraînement et les simulateurs de tourelles. Évidemment, un véhicule pour l'entraînement des pilotes existe. Alors que la majorité des pays utilisateurs convertissent leur PZH-2000 en version d'entraînement, qu'ils peuvent après remettre en version de combat, les Pays-Bas font l'exception, car ce sont les seuls à avoir 2 véhicules dédiés à ce fait. La modification en version d'entraînement de pilote consiste à enlever la tourelle et la remplacer par une qui a des vitres des 4 côtés. Les simulateurs ont surtout une utilité pour les novices qui vont recevoir de l'aide grâce à des instructeurs qui vont avoir accès à de nombreuses données différentes récoltées par le système. Les équipages expérimentés peuvent installer en 3 heures le module KR, ASF et SF s'ils le veulent dans leur base pour s'entraîner sur place. Chaque bataillon d'artillerie allemande possède un kit et peut l'utiliser. Cette modularité permet réellement de garder un vrai niveau d'entraînement et montre à petite échelle que de tels systèmes sont disponibles, possibles et intéressants. Aujourd'hui, il y a un programme entre l'Allemagne et les Pays-Bas, s'appelant PZH-2000 MLU, qui doit garantir le service de ces véhicules jusqu'en 2040. La modernisation doit mettre en place une nouvelle électronique, un nouveau système de climatisation, une caméra de vision nocturne pour le pilote, une amélioration du système de chargement et un renforcement de la protection balistique. Ce dernier point est intéressant, surtout en vue de ce que le Lancet et autres drones font en Ukraine. La conception de cette modernisation a été faite avant le conflit en Ukraine, donc les ingénieurs ont eu d'excellentes prévisions sur à quoi ressemblera le prochain conflit. Le prototype doit être prêt en 2025 et l'entrée en service est attendue pour 2028. En décembre 2002, une tourelle du PZH-2000 a été montrée sur la frégate Humberg de la classe Satchen, pour le concept du programme Monarch pour Modular Naval Artillery Concept. Les tests ont duré pendant toute l'année 2003 et une partie de l'année 2004. En décembre 2004, la tourelle a été enlevée pour être remplacée par un 76 mm de Automelara, car la tourelle et le canon du PZH-2000 ont montré leur faiblesse contre l'eau salée, qui est hautement corrosive. Un des gros problèmes du PZH-2000, c'est qu'il n'est pas aérotransportable par A400M ou autre avion de transport. Ainsi KMW a développé quelque chose qu'il nomme le démonstrateur de la phase 1. En septembre 2009, KMW présente au grand public le véhicule qui se cache derrière ce nom. Il s'agit du AGM, Artillery Gun Model. C'est un système qui reprend les composants du PZH-2000, mais le chargement est 100% automatique. Le système emporte 30 contre 60 obus sur le PZH-2000 et 145 charges propulsives. La masse de la tourelle est d'à peine 27 tonnes. Il existe 3 versions de ce véhicule, la GM d'origine qui est sur le châssis d'un Mars modifié, le Donner, il s'agit d'un système d'ASCOD modifié, et le RCH 155 qui est un boxer avec le module AGM. Cette dernière version est intéressante car elle est très attractive pour les pays qui opèrent déjà le boxer. En revanche, quand on regarde les tirs effectués par ce système, on a le droit de se poser des questions sur la longévité du châssis. Le système tremble dans tous les sens après chaque tir, ce qui ne fait rien de bien. Mais qu'en est-il des conflits dans lesquels le PZH-2000 a été engagé ? En juin 2006, l'armée néerlandaise déploie une batterie de 3 PZH-2000 en Afghanistan, dans la province de Kandahar. Pendant l'opération Medusa, avec ses alliés canadiens, les PZH-2000 ont tiré plus de 4000 obus et ont prouvé à quel point ils sont efficaces. L'autre opération, les PZH-2000, ont prouvé leur efficacité, était celle de septembre 2007. C'est pendant la guerre d'Afghanistan que les PZH-2000 ont reçu le système de refroidissement des charges propulsives. Quand elles sont à l'intérieur d'une boîte en métal pendant tout le long et que le soleil est tout le temps présent, c'est une bonne idée de refroidir pour qu'elles n'explosent pas quand elles seront mises dans le canon réchauffé. Le deuxième conflit dans lequel le PZH-2000 participe est celui de l'Ukraine. Les Allemands ont livré 14 PZH-2000 à l'Ukraine, les Pays-Bas 8 et l'Italie 6. L'Allemagne a déjà passé une commande de 12 PZH-2000 et 16 en option pour ne pas perdre de capacité de frappe. Des contrats des Pays-Bas et de l'Italie devraient aussi être annoncés. Mais revenons à l'Ukraine. Le PZH-2000 montre son efficacité. Pour l'instant, seul un exemplaire a été endommagé, éprouvé par l'OSINT. Mais le PZH-2000 a aussi été la cible de quelques problèmes depuis son envoi en Ukraine. En effet, en Ukraine, les artilleries jouent un rôle crucial. Ainsi, pour des villes comme Bakhmut, les deux camps ont utilisé des dizaines de systèmes d'artillerie pour bombarder la ville. On a assisté à l'une des rares batailles d'artillerie modernes. Cependant, rien ne dure. Les traces d'usure se développent même dans les systèmes les plus chers. Et le PZH-2000 ne fait pas l'exception. Le premier problème du PZH-2000 en Ukraine est qu'il est utilisé trop régulièrement.
Les ingénieurs allemands n'avaient pas conçu cette artillerie pour qu'elle puisse tirer à une fréquence trop élevée à la journée. Les artilleries sont en quelque sorte surutilisées dans le temps. Le PZH-2000 peut tirer 100 coups par jour, ce qui est une donnée qui concorde avec une guerre de haute intensité, mais les Ukrainiens surexploitent les systèmes, tirant plus de 120 voire 150 coups journaliers. Cela est peut-être dû au fait que les Ukrainiens ne respectent pas la doctrine occidentale qui oblige à quitter le poste de tir après 2 minutes de feu continu. On a vu de nombreuses fois les Ukrainiens rester même 10 minutes sur le même poste de tir en tirant constamment sans faire de pause. Le chargeur automatique s'use donc plus souvent et fait régulièrement l'objet d'une maintenance. Il faut rajouter ici que la panne du système de chargement ne rend pas inutilisable le véhicule. Le premier chargeur n'est pas là pour rien, on a pu voir des vidéos où le canon était chargé manuellement, il n'y avait pas de problème avec cela. En plus, sur un terrain de combat, la 43e brigade d'artillerie a par exemple commenté que les combats usent l'artillerie. Les tourelles de certains canons sont donc marquées par des éclats d'obus. Si l'usure est matérielle, elle est aussi humaine. Les artilleurs travaillent sans relâche et dans des conditions précaires, la plupart du temps bridant donc leurs réflexes ou encore leur capacité à être opérationnels. De plus, un manque de pièces de rechange persiste, l'armée allemande ayant du mal à planifier ses livraisons de pièces. Si les systèmes s'usent par la quantité d'obus tirés, la pénurie de pièces de rechange vient rajouter un problème de disponibilité croissant, empêchant l'utilisation des pièces encore opérationnelles. Le problème ne se limite pas au PZH-2000, le fait que l'armée ukrainienne utilise une multitude de petites quantités d'artillerie différentes est un cauchemar logistique, ce qui commence à montrer la vulnérabilité du parc d'artillerie ukrainien. La durée de vie d'un canon du PZH-2000 est de normalement 20 000 coups. Évidemment, le canon va s'user beaucoup plus vite à cause de la manière dont les Ukrainiens l'utilisent en abusant de sa capacité à tirer rapidement. On a aussi pu voir des scènes absurdes où des soldats ukrainiens protégeaient leurs chaussures pour que de la terre ne tombe pas dans le système de chargement. Cela montre qu'un des éléments du système est particulièrement fragile, et cela sera une leçon à retenir et à corriger pour le programme du PZH-2000 MLU, évoqué avant dans la vidéo. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas seulement de la faute de l'industriel ou des Ukrainiens que le PZH-2000 tombe souvent en panne et s'use rapidement. Comme dans la vie, rien n'est noir ou blanc. En conclusion, le PZH-2000 est un système ultra performant, avec des solutions techniques très intéressantes. Un système qui a fait récemment l'objet de nombreuses critiques, dont de nombreuses ne prenaient pas en compte de nombreux facteurs. C'est un système qui a fait sa petite révolution pour l'artillerie en Europe, un système très peu documenté et qui va servir encore une dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous remercions encore une fois NordVPN de l'avoir sponsorisé. Vous retrouverez la documentation du VPN en description et en commentaire épinglé. Je remercie amplement Driadlis pour la rédaction de ce script et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.